Chapitre 7. Martienne sans phallus. De la vie à deux, je ne retiens que ce bref épisode de ma vie, où se mêlèrent engueulades et autres incompréhensions qui ne mènent qu'à une perte graduelle du goût de toute forme de concubinage. Appelons-la S, celle qui est en partie responsable de la vie de moine que je menais après avoir corrigé cette brève mais monumentale erreur dénommée mariage. Je rencontrai S lors d'une séance de psychanalyse, une forme expérimentale de thérapie de groupe que je fréquentais régulièrement, question de me remettre à flot après toutes ces émotions nées du procès d'Aboulaye Koné. Bien fait pour moi, diraient certains. En effet, je le consens, ce n'était pas l'endroit approprié pour trouver la conjointe parfaite. Mais vous savez, quand Cupidon frappe, l'on baisse sa garde, perd ses principes les plus élémentaires, oublie les enseignements et conseils des sages du village et se laisse fatalement enivrer par le doux parfum de la femelle en quête de protection. S arrivait à ces séances bourré d'antidépresseurs, mais surtout plombé d'un manque flagrant d'estime de soi. C'est à croire que S n'existait que pour servir d'unité de mesure au néant, incapable de trouver quoi que ce soit de positif dans sa vie, dans sa personne. À son lieu de travail, c'était une perpétuelle compétition. À qui le dernier Chanel? À qui la garde-robe la plus variée? Elles prennent bien garde à ne pas le dire haut et fort, mais je sais ce qu'elles pensent de moi. Je ne suis pas belle, je ne suis pas intelligente, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Ces mots, elle se les répétait chaque fois qu'au hasard d'un détour, elle croisait un autre spécimen féminin, toujours bien évidemment plus beau que sa personne. Elle savait que pour la conquête de la jante masculine, la bataille était perdue d'avance. Elle n'était tout simplement pas de taille. Il y a ce vieil adage africain qui dit que le tronc d'arbre a beau rester dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Eh bien, S avait beau utiliser tous les artifices vestimentaires et cosmétiques imaginables, elle se trouvait toujours moche, banale, le genre de femme pour lesquelles même les robineux de la rue Sainte-Catherine ne se retournent pas. Aussi plate qu'une planche à repasser, avec une devanture qui rivaliserait avec mon laptop, S demeurait tout de même un spécimen féminin, mais dont le créateur a, semble-t-il, dans un inexcusable oubli, omis de pourvoir des attributs les plus élémentaires. Bref, S n'était pas belle. L'on atteindrait le paroxysme de la pauvreté quand l'on finit par être apparemment convaincu que dans tous les cas, l'argent ne fait pas le bonheur. Pareillement, la laideur devenant difficilement supportable, S essayait tant bien que mal de se convaincre que dans tous les cas, il n'y a pas que la beauté dans la vie. Et puis quoi encore? Un jour, S se convainquit de la démarche qu'elle comptait enclencher. Une énième tentative pour reprendre le dessus sur cette vie nonchalante qui l'accablait de plus en plus. Elle venait d'entamer cette fameuse thérapie de groupe à laquelle j'assistais. Les rencontres répétées avec d'autres angoissés, ça décoince un peu. On y retrouvait toutes les catégories de gens sans importance. L'alcoolique chronique qui à chaque séance prétend ne plus l'être depuis 24 heures. Le père divorcé, désormais sans enfant, qui ne jure que de tordre le cou à son ex. L'ado au regard hagard, qui n'arrête pas de voir des éléphants roses planer au-dessus de son coco. L'homme prospère qui a tout perdu au jeu. Est-ce la petite dame sympathique qu'on ne s'empresse pas de suivre dans les escaliers pour la bonne et simple raison qu'il n'y a rien à voir? Et enfin moi, Jeannot Kwasi, l'immigrant prospère qui tremble à l'idée de retourner un jour dans son pays d'origine qu'il ne reconnaît plus et ne peut accepter l'idée de se faire enterrer un jour dans une terre gelée, couverte 8 mois sur 12 par 20 cm de neige, loin des pleurs des siens. Tout ce beau monde se réunissait une fois par semaine, chacun racontant son histoire de merde. C'est lors de ces rencontres que S réalisa qu'ils étaient nombreux, les paumés de cette planète. Pour la première fois, elle voyait sous un autre jour ceux-là même qu'elle semblait envier au quotidien. Elle voyait le beau monde,
le monde normal et apparemment sain d'esprit, pleurer à chaudes larmes, râler d'une misère si profonde et si indétectable parce que constamment étouffé par ce faux sourire aux dents blanches, enveloppé de chaussures dernier cri et embaumé de Chanel numéro 5. Leurs problèmes à eux lui paraissaient tellement insignifiants. En fait, chacun des participants semblait avoir le problème du siècle, celui pour lequel tous les autres devaient se taire et écouter. Loin d'être des rencontres d'échange, c'étaient donc des séances de chialage où, l'un après l'autre, chacun vomissait sa rengaine hebdomadaire. Les séances ne faisaient que favoriser un échange d'angoisses respectives, où chacun tentait de déplacer son bobo chez le voisin d'à côté. S avait en horreur l'alcoolique qui pleurnichait comme un bébé, car elle aurait préféré être alcoolique et aimer des hommes. L'alcoolo avait en horreur le divorcé, car lui au moins, il avait une vie. Merde, donne-lui sa pension et amuse-toi comme un fou, lui criait-il chaque fois que le gros costaud commençait inopinément son bégaiement, tic nerveux qui apparaissait dès qu'il se mettait à parler, la gorge nouée, de ses enfants qu'il ne voyait plus. L'alcoolique ne pouvait pas comprendre qu'un homme qui a été papa pendant 16 années ne sache que faire de son temps une fois séparé de ses enfants. L'homme d'affaires aurait préféré être accro à la cocaïne de l'adolescent plutôt qu'au jeu. Il ne serait peut-être pas ruiné. L'ado, quant à lui, aurait préféré être à la place de S. Même moche comme elle, il aurait au moins son emploi et donc assez de fric pour sa dose quotidienne. Après 6 sessions, S abandonna ce cirque, constatant ainsi l'échec de ce que la psychiatrie moderne avait de mieux pour un cas aussi désespéré que le sien. Décidément, avec un arrière-train aussi plat que les plaines de la Saskatchewan, un balcon dépourvu de toute voluptuosité, des joues sèches laissant entrevoir d'immenses canaux d'irrigation, des paupières lourdes la vieillissant d'au moins 10 années supplémentaires, S était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait plus rien à faire. La recherche de cette passion, de cet amour féerique, de cette force masculine devint subitement sans importance. S se sentit prêt à prendre la décision d'abreuver sa vie de toutes les joies de la terre, excepté celles générées par la touche ferme de bras poilus l'enlaçant puissamment. C'est au milieu de cette tourmente que, poussé par on ne sait quelle impulsion, je fus pris d'un amour cru envers cette personne frêle qui, contre toute attente, s'ouvrit à mes avances. Était-ce de l'amour, de la compassion, la recherche d'un thrill, une attirance naturelle vers les défis qui me dépassent, ou tout simplement un destin auquel je ne pouvais me dérober? Je n'en sais rien. Innocemment, S et moi optâmes pour une union de fait qui, à peine entamée, se mua en un cauchemar. Nous fûmes, S et moi, rattrapés par une réalité implacable. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Je travaillais comme un nègre quand elle planait constamment entre joints et virées nocturnes au casino. Quelques mois après, je jetai l'éponge et décidai de m'en aller pour permettre à S et moi de retrouver nos pas véritables et redémarrer nos vies respectives sur de meilleures bases. Si l'amour est illogique et aveugle, il ne perd pas pour autant son appétit pour ces choses rationnelles, bien de ce monde. Surtout quand on y associe des professionnels aux pensées très cartésiennes que sont les avocats. Malgré le peu de temps que nous partageâmes, S vit dans la débâcle de notre union une occasion inouïe de plumer l'ambitieux personnage que j'étais entre-temps devenu. Je fus abasourdi devant une telle transformation du personnage qui, en un rien de temps, devint obnubilé à l'idée de détenir pas moins des 3/4 de mes avoirs. Cela, je me jurai de m'y opposer, de toutes mes forces, quel que soit ce qu'en diraient les lois étranges de ce pays. Un pays où l'on récolte souvent ce qu'on n'a pas semé. Un pays où le mariage n'est point une union entre deux familles, mais plutôt un contrat entre deux individus. Un pays où en hiver, l'on rêve de perdre pied devant la cour du voisin, dans le seul but de poursuivre ce dernier en justice et amasser quelques dollars au passage. Face à l'élégance de mon attitude dans les discussions devant mener à un partage équitable, proportionnel et circonstanciel de nos biens,
S opta pour l'attitude la plus basse que l'on puisse imaginer. En une sombre soirée d'octobre, S n'eut qu'à composer un simple numéro, le 911, pour faire de moi un homme recherché dans la province du Québec, un homme supposément violent que les forces policières devaient à tout prix ramener au poste. De toute évidence, la folie du gain s'était emparée d'elle, et il faut croire que S n'avait plus sa tête pour étaler autant de contre-vérités sur ma personne. C'est cette nuit-là que, adossé au capot de ma voiture, j'attendais patiemment l'arrivée du policier qui précédemment m'avait donné rendez-vous dans un parking du quartier. Question de me questionner sur les allégations de violence faites à mon endroit. Voyant cette voiture de police se rapprocher de moi, gyrophare éteint, mes lèvres s'ouvrirent pour expirer une prière, un réflexe que je ne pratiquais pourtant pas. Point de Jésus ni de Marie. Ce jour-là, dans un réflexe purement africain, j'ai imploré mes ancêtres, d'abord mon père, puis ma grand-mère Anne-Marie, tous décédés, leur demandant de me prouver, là, à l'instant même, qu'ils veillent sur moi et intercèdent auprès de ce Dieu là-haut, ce Dieu dont ils m'ont vanté la force depuis ma tendre enfance, chaque dimanche matin à l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville. L'homme noir que je suis implora tous ses ancêtres dans l'espoir de rencontrer un agent qui aurait la capacité de voir en moi autre chose que ma couleur de peau, autre chose que ce stéréotype dépassé que l'on accole si facilement à tout homme, noir de surcroît. Non, je n'ai jamais été violent envers qui que ce soit. C'est fort de cette conviction que je me préparais à répondre au feu roulant de l'agent qui, sorti de son bolide, s'approchait maintenant de moi. Gilet pare-balles bien enfilé, flingue et menottes bien en vue. À la question « Que s'est-il passé ce soir dans votre résidence ?» je répondis de la manière la plus élégante qui soit. En lieu et place d'une diatribe contre S, je me lançai dans une prose que je ne devinais pas posséder. Un long et vibrant réquisitoire contre la jante féminine qui va comme suit.